Bonjour à tous, à toutes, merci d'être là, merci aux sponsors, merci à l'Orga, bien sûr, de permettre de faire ce magnifique événement qu'est DevFest Toulouse. Je vais vous parler de test container, j'espère que vous aurez un petit peu de patience, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire avant d'en venir aux test containers eux-mêmes. Parce que juste faire une présentation test container me paraissait un peu trop effleurer le sujet. Parce que le vrai sujet dans le test container, c'est peut-être plus test que container, même si on ne peut rien faire sans les containers. Je m'appelle Guillaume Saint-Étienne, je programme depuis qu'on m'a mis dans les mains, genre que j'étais tout petit, un ZX81, pour ceux qui reconnaissent la machine. Donc, je faisais du premier programme en basique. Depuis, j'ai pas mal évolué. Aujourd'hui, je fais du .NET Core, C# et du Kotlin. Je travaille sur le projet ITER avec une équipe qui fait essentiellement du .NET Core. Mais j'ai pas fait que du C#, j'ai aussi eu le plaisir de rejoindre des équipes Java. Et ça m'avait marqué, une équipe Java à Bordeaux, il n'y a pas si longtemps, m'avait dit « Non, mais tout est test là ». Après tout, tester, c'est douter. C'était là un peu la phrase choc qu'on m'avait envoyée dans la figure. Et sur le coup, je m'étais trouvé un peu bête. Je n'avais pas su quoi répondre. Du coup, j'ai fait un peu ce talk comme une revanche à cette phrase. Bah oui, tester, c'est douter, et douter, c'est bien. Parce qu'il faut d'abord douter avant d'être sûr. Les gens qui sont d'emblée sûrs de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, et en particulier les codeurs, les développeurs qui sont sûrs de leur code, c'est jamais fou. Ça se finit toujours comme ça. Là, je vous raconte une histoire, vous la connaissez tous. Donc du coup, oui, non, le doute, c'est positif, il faut mettre du doute. Donc en fait, il faut mettre des tests, et les tests permettent de se réassurer quand on a du doute. Et il est bon d'avoir des doutes, absolument, sur tout le code qu'on écrit. Pour assurer une certitude solide, l'image qu'on montre, c'est la fameuse pyramide des tests qu'on va voir tout à l'heure. Alors pourquoi une pyramide? Parce que c'est un socle solide, et puis parce que les pyramides de l'architecture humaine, égyptienne en particulier, sont là depuis longtemps, donc on se dit que c'est un modèle qui tient le coup. Donc l'idée de la pyramide, c'est qu'elle soit dans le bon sens et de s'appuyer dans le cadre du logiciel et des tests logiciels. C'est petit réglage de micro. Yep, mieux, ouais, respiration. C'est de se baser sur avant tout des tests unitaires, plutôt que des tests manuels ou des tests au niveau de l'interface graphique. Alors tout le monde est d'accord, évidemment, avec la pyramide des tests, mais dans la pratique, j'ai quand même vu beaucoup d'équipes qui mettaient beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts sur les tests manuels, parce que tu comprends, les tests unitaires, c'est compliqué à écrire, c'est technique, et puis ça ne teste pas tout. Ah oui, comment tu es sûr que tu as vraiment tout testé? Ton truc unitaire, tu testes un truc trop petit, il nous faut une assurance que quand ça part en prod. Du coup, beaucoup de gens se disent je vais faire des tests end-to-end, passant, large, en partant de l'interface graphique et en traversant toute la chaîne compliquée du logiciel, d'un serveur, des back-ends, des infras, de la base de données, etc. Mais ça pose un problème parce que plus vous êtes en haut de la pyramide, on sait par expérience que ces tests plus manuels ou plus end-to-end, ça prend du temps déjà pour les faire tourner, mais aussi finalement pour les mettre au point et encore plus pour les maintenir. Et ils sont fragiles parce que quand il y a un truc au sommet de la pyramide, c'est-à-dire qu'on teste la largeur du logiciel, quand on a un élément qui casse, on ne sait pas si c'est la partie UI, si c'est la partie back-end, est-ce que c'est une mauvaise configuration, est-ce que c'est un serveur qui est tombé, est-ce que c'est vraiment dans le code? Il y a 1000 raisons possibles et du coup on a du mal à isoler les raisons, alors que les raisons de l'échec. Alors qu'en bas, dans la pyramide des tests, les tests unitaires, on va en parler, sont plus fiables et surtout sont plus rapides à exécuter parce qu'ils testent moins de choses à la fois.
Alors j'ai pris cet exemple de pyramide, bon, il y a 1000 illustrations, celle-là je l'aime bien parce qu'ils ont mis le monitoring et l'alerte dans la catégorie de test aussi. C'est pas du... Mais c'est quelque chose qui donne du feedback en tout cas. Et vous remarquerez qu'en haut de la pyramide, on est plutôt la partie observation, enfin quelque chose qui a plutôt le dessus sur le reste, qui est juste pour superviser en fait le fait que on a confiance dans nos tests unitaires, on a confiance en fait sur ce qui est en dessous de la pyramide. Et on fait juste que ajouter des métriques ou faire les dernières vérifications. Et donc j'ai cette question, 1 million ou 1 milliard, qui anime depuis, je ne sais pas, depuis que je fais du TDD, je pense qu'on a, et moi ça fait plus d'une quinzaine d'années. Mais qu'est-ce qu'un test unitaire? Alors est-ce qu'il y en a qui savent répondre, qui ont la définition du test unitaire? Qui pense avoir la définition, même si on ne me l'a dit pas, du test unitaire? Oh, ça va, vous êtes sage. La réponse, c'est pas vraiment celle qu'il y a dans Wikipédia. Enfin, ça pourrait être celle que vous trouvez dans Wikipédia, mais je préfère celle-là. La réponse est ça dépend. Et Martin Fowler, qui a écrit le bouquin Refactoring en 1999, nous dit, en fait, c'est à l'équipe de décider ce qu'est un test unitaire. Ça. Et ça dépendra du coup des équipes dans lesquelles vous travaillez. Bon, là, ça pourrait s'arrêter là, évidemment. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, on a quand même réfléchi, même si ça anime encore des débats, et même hier soir tard sur LinkedIn, dans la communauté Craft. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'un test unitaire teste? Il y en a qui vont dire c'est au niveau des méthodes, des fonctions. Il y en a qui vont dire non, c'est la classe. D'autres, mais non, mais c'est le composant, et pourquoi pas un module? Et finalement, est-ce qu'on ne cherche pas juste à tester des comportements? Peu importe, à partir du moment où ce sont les comportements qui sont unitaires, peu importe qu'ils soient codés au niveau des éléments que je cite là. Ça se complique un peu quand le comportement attendu est dit social, c'est-à-dire qu'un comportement dépend du comportement d'autres éléments de votre solution logicielle. On peut aussi tester des contrats, après tout, parce que contrat d'API par exemple. Et finalement a émergé cette idée d'unité de travail. On pourrait dire qu'un test unitaire finalement teste une unité de travail. Ça reste assez large pour tomber sous pas mal de cas. Il y a même des gens, ça c'était issu de discussions récentes sur LinkedIn, qui disent mais peu importe ce que vous testez, l'important c'est le feedback. Et un bon feedback, il est forcément rapide, stable, et on peut le rejouer, et on aura toujours les mêmes résultats, les mêmes causes, produisant normalement les mêmes effets, on espère, sinon on a des problèmes. Cette personne-là que je cite lui dit en fait, il n'y a pas de pyramide, il pourrait même y avoir un espèce de multicube de test. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien la pyramide, même si souvent elle est mal comprise. Les tests, finalement, unitaires pourraient se diviser, on accepte, enfin Martin Fowler, encore lui, nous dit en fait, il y a deux catégories dans les tests unitaires. Il y a les tests où le système que vous testez, le système under test, est solitaire. Il est là que pour lui-même. On peut être effectivement dans une fonction, dans une classe. Et il y a les tests sociables, qui dit votre élément sous le test, il a quand même besoin d'interagir, parce que le monde n'est pas si simple que ça. Il a quand même besoin d'interagir avec 2-3 trucs, et il faut vérifier que ça se passe bien au niveau de l'interaction. C'est très acceptable et très accepté comme définition, même si le mot test sociable n'est pas si employé que ça, mais vous allez voir, c'est intéressant. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand on est un peu trop sociable. C'est-à-dire qu'on dépend de trop de choses dans nos composants logiciels. Et les tests, ils font que suivre en fait l'architecture. Le test, il reflète que votre code en fait. Si vous faites du TDD, ce sera mieux. C'est plutôt votre code, il reflètera votre test. Mais bon, évidemment, on préfère faire du TDD, mais des fois, c'est un peu plus compliqué dans les équipes. Donc, malgré tout, il est bon de tester. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait attendre comme propriété émergente de ce qu'on pourrait dire, ça, c'est un bon test?
rapide à exécuter pour avoir un feedback rapide, je l'ai dit. Isolé. L'isolation est un principe clé de la confiance ensuite que vous pouvez mettre dans un test. Aussi, vous pouvez le faire tourner autant de fois que nécessaire. S'il vérifie des choses et il s'auto-vérifie, un test qui ne vérifie rien, ça ne sert à rien. Et je parle de vérification automatique, bien sûr. Et vous pouvez le mettre à jour ou le construire dans un temps relativement, et le maintenir aussi dans un temps relativement raisonnable. Donc, un des maîtres clés d'un test maître mot-clé, pardon, de la qualité des tests va être la capacité de jouer des tests en isolation totale. Les règles de l'isolation sont celles-ci. Chaque test doit pouvoir tourner dans un environnement séparé et entièrement sous contrôle de l'infrastructure de test. Donc le système de contrôle de tout ce qu'il faut setup pour faire un test devrait être dans le test lui-même et ne devrait pas dépendre de trucs qu'il faut que vous lanciez à la main ou qu'il y ait un environnement de pré-test ou de pré-prod qui sont installés. Il faudrait que le test soit vraiment autonome. En fait, l'isolation, c'est de l'autonomie. D'où l'idée que le test unitaire devrait s'auto-contenir. Surtout ne dépendre jamais de quoi que ce soit d'autre, y compris de l'exécution des autres tests. Donc un bon test, je peux le faire tourner en premier, dans une série de tests, en dernier, ou au milieu, random, peu importe, il doit se comporter toujours de la même manière. Et l'idée, c'est si on fait de l'intégration, l'intégration, le fait d'intégrer son composant avec un autre devrait faire aussi partie d'une unité, en fait, d'une unit of work. Si je fais de l'isolation, mes tests gagnent en clarté, et mon code aussi, c'est prédictible parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça m'évite, ça m'oblige, ça me contraint à faire moins d'interactions dans mes systèmes, en tout cas d'isoler les interactions. Évidemment, j'aurai des tests qui seront toujours stables et rapides. La rapidité d'exécution des tests joue aussi. Également, l'isolation, c'est vraiment le prérequis si vous avez du code qui doit partir, qui tournera sous une forme quelconque de parallélisme. Il n'y a que l'isolation, il n'y a que le test en isolation pour vous garantir que vous pouvez paralléliser tout ça, vous pouvez scaler. Sinon, vous prenez des risques, à mon avis, bien dangereux. Mais il y a toujours quelqu'un pour me dire, mais toujours pas confiance dans malgré l'isolation, malgré tout ce que tu nous promets sur les tests unitaires, à un moment, il faut de l'intégration. Il faut tester l'intégration, il faut l'intégration et il faut la tester que ça marche. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'évidemment, vous avez toute une galaxie de choses qui s'interconnectent. Bon, alors, il y a des stratégies pour faire du test d'intégration en version incrémentale, approche par le haut, approche par le bas, hybride, tout ce que vous voulez. Ça reste du test d'intégration, ça reste je lance ma myriade de composants et puis je prie. En gros. Et à chaque fois que je relance le test, je reprie, et puis il faut beaucoup de bougies. Donc c'est pas hyper satisfaisant. Il en faut, je dis pas qu'il faut pas, mais le moins possible, toujours le mieux. Parce que finalement, l'intégration, c'est toujours difficile d'argumenter sur l'intégration, mais intégrer des éléments, enfin surtout nous dans le logiciel, c'est juste assembler des pièces, c'est-à-dire vérifier au niveau de la jonction, que ça se passe bien au niveau de la jonction. Si la jonction se passe bien dans le logiciel, ça ne bougera pas. Donc plutôt que de tester, d'assembler moi-même mon puzzle, déjà je vais juste tester que la jonction entre deux pièces, c'est la bonne forme géométrique. Et on a des mécanismes pour s'assurer de ça, dans lequel, si mes pièces s'assemblent, il n'y a pas de raison que mon puzzle ne s'assemble pas, sauf si j'ai oublié une pièce, à la limite. Le défaut, ça va être... Mais je ne peux pas mettre une pièce à l'envers, parce que le système d'assemblage est suffisamment contraignant. Du coup, un système d'assemblage qui est très intéressant dans les architectures logicielles, c'est l'architecture hexagonale. Je le pose un peu comme ça, mais j'en ai fait pas mal. Ça fonctionne bien, c'est pas forcément lourd, c'est pas forcément sur des énormes projets, même si à ITER on l'utilise effectivement sur un gros projet
Et heureusement qu'on a une architecture hexagonale, sinon je ne vous dis pas la panique. Et notamment, ces architectures sont faciles à tester. Et les tests containers vont vraiment trouver leur place beaucoup plus facilement et plus sainement dans une architecture hexagonale. Donc permettez-moi, qui connaît le principe de l'architecture hexagonale? Pas mal de gens, je pense. Pas tant, ok. Alors pour vous le présenter simple, en fait c'est pas compliqué. Ça peut porter différents noms, architecture en oignon, clean architecture, il y a un livre, le livre d'Uncle Bob sur le sujet. En gros, ça dit que on a un ensemble dans lequel on a un cœur et autour on a des espèces de cercles concentriques qui peuvent être hexagonaux, en cercle ou en hexagone, ou même en tranche verticale. On peut extraire des tranches, ça c'est le nouveau concept pattern d'architecture à la mode ces derniers temps. Mais ça revient à peu près à la même chose. Il s'agit en fait de tout ce qui fait partie du métier, du cœur métier, de la logique de votre application est regroupé dans un cœur qui est complètement indépendant de tout ce qui peut être monde extérieur, c'est-à-dire des bases de données, des accès à des fichiers, des accès au réseau, des services tiers, etc. C'est vraiment l'idée de découpler, d'isoler les choses. Alors, vous allez me dire, ça ressemble à une architecture 3 tiers, mais juste, j'ai pris mes layers et je les ai mis en rond. C'est un petit peu plus subtil. La grosse subtilité, elle est dans la flèche des dépendances. C'est-à-dire que vos entités métiers n'ont aucune dépendance envers des éléments dits adapteurs, c'est-à-dire une interface graphique, une base de données. Il ne connaît rien de tout ça, ce qui vous permet de facilement changer de framework de drivers sans toucher aux règles métiers que vous mettez dans les entités. C'est un principe que le Domain Driven Design aussi aime bien mettre en avant. Domain Driven Design nous parle beaucoup de logique au cœur du métier et nous dit que dans un cœur métier, on trouve des entités, des objets valeurs, des événements domaines et des services domaines. Alors, qu'est-ce qu'une entité? Je vous ai mis une citation là, c'est pas l'objet de cette conf, mais sachez que dans ce cœur, il y a de la logique pure, il n'y a pas d'accès aux bases de données, il n'y a pas d'accès à des systèmes tiers, il n'y a pas d'infra, c'est pur. Toute la partie dite non pure, c'est pas un péjoratif, c'est juste de dire ça fait des effets de bord, ça change l'état de votre système, c'est plus dur à tester parce qu'en fait ça change tout le temps, parce que ça nécessite de mettre en place la base de données elle-même par exemple, ou que votre système de fichiers soit clean, que les accès réseau fonctionnent, etc. Donc ça, on le déporte dans des adapteurs. Des fois on parle aussi de anti-corruption layer, ACL, ça c'est un terme qu'on utilise en DDD. Donc ces adapteurs, si vous suivez ce genre d'architecture, ça permet de dire le code qui fait des accès, typiquement les DAO, Data Access Object, ce genre de choses, si vous faites du mapping objet relationnel, vous allez le mettre là-dedans. Et l'avantage, c'est que on va concentrer nos tests, en tout cas, on peut concentrer des tests uniquement sur ces parties-là, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc cette architecture étant de fait plus facile à tester, parce que ça sépare les responsabilités techniques, non techniques, ça vous permet de faire une bonne gestion des dépendances, ça permet de séparer ce qui est pur d'impur, et de surtout maîtriser les effets de bord. Très rapidement, tester le cœur, vous avez, c'est des POCO ou des POJO, vous prenez votre framework préféré, votre lib préféré de test, et vous les attaquez simplement et méchamment, donc vous assurez qu'ils restent purs, qu'ils n'ont pas de dépendance, etc. Et après, vous allez dire, pour ceux qui connaissent un peu ça ressemble aussi en fait à un autre pattern d'architecture qui est très compatible avec l'architecture hexagonale qui s'appelle Functional Core Imperative Shell. Donc dans le cœur métier, il y a des choses, des méthodes pures, des trucs qu'on emprunte à la programmation fonctionnelle. Même si on fait de la programmation anti-objet, c'est tout à fait possible de le faire avec un langage type Java, Kotlin,
bon, Kotlin fait beaucoup de fonctionnels, et de dire toute la partie infrastructure, c'est dans un code qui est autour. Donc autour, j'ai mes adapteurs, j'y reviens. Et comment je les teste? Donc pour ça, on a l'habitude de sortir les boîtes à outils qui permettent de faire des doublures de tests. Qui connaît le terme doublure de test, ou au pire mock? Ah, j'ai dit mock là. Ok. Alors sachez que en fait, les mocks font partie de la famille des doublures de test. C'est même le dernier dans la famille. C'est à gauche du plus simple, à droite au plus complexe. Tout ça, c'est fait pour doubler, faire comme une doublure de cascade, par exemple, un adapteur à la base de données. Les mocks sont une possibilité, mais pas une si bonne possibilité que ça. On peut en discuter. Le temps va peut-être me manquer, mais il se trouve que vous pouvez aussi faker, je vais vous montrer. Et faker est souvent le moyen le plus fiable, parce que les mocks peuvent rapidement devenir peu fiables, surtout si vous commencez à refactorer, puis si ce que vous moquez est complexe. Si vous moquez une base de données, qui moque une base de données? N'ayez pas peur, non, ça va. Okay. Moquer une base de données, ce n'est pas la bonne idée, clairement. Utiliser les fakes, c'est pas mal, parce que l'idée, c'est de s'assurer que ce que l'on remplace, donc là où on met la doublure à la place du vrai acteur, on va dire, du vrai composant, c'est de se dire, elle va se comporter pareil, sauf que dans les tests, ça va juste aller plus vite, parce que, par exemple, pour faker une base de données, il suffit d'en faire une représentation en mémoire sous forme d'une hashmap, d'une liste, peu importe. Très bien. Et puis il y a même des bases de données en mémoire, spéciales pour le test qui existent. Et on peut remplacer, si on a un mécanisme d'injection de dépendance, l'un par l'autre. Petit souci, pour avoir fait ça pendant longtemps, c'est je me suis des fois trouvé piégé parce que dans mes tests à passer au vert, parce que mon fake, ma hashmap, ma base de données, j'avais l'impression qu'elle se comportait comme une vraie base de données, et puis j'ai des cas où, non, en prod, ça crache parce que, on va dire, la version fake est un peu trop optimiste. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous. Et c'est là où, en général, les gens se disent, on n'a pas confiance dans nos tests unitaires, donc on va passer au test end-to-end, parce qu'au final, la seule façon de s'en sortir, c'est de tout tester en vraies conditions, et on revient sur des tests qui sont trop longs à jouer, et trop fragiles. Mais voilà, depuis, Docker est arrivé. Et puisque Docker est là, et puisque nous, en tant que développeurs, on a quand même compris que ce n'était pas qu'une histoire d'Ops, ce truc Docker, on a maintenant cette librairie test container. Alors c'est un truc qu'on pouvait faire à la main, c'est pas test container. Peut-être des gens ont déjà prévu dans leur test, sans utiliser test container, de monter des images Docker à la volée. C'est faisable sans test container. Nous, c'est tellement pratique avec test container que pourquoi s'en passer et qu'est-ce que vous allez test containeriser? N'importe quoi qui a une image Docker en fait, y compris certains bouts de vos logiciels. Vous lui dites montre-moi telle image, s'il a accès au repos des images, hop, tout va bien. Ce qui est intéressant avec test container, c'est qu'ils ont assez bien fait la librairie. Elle est disponible sur pas mal d'environnements de développement. Donc pour ma part, j'utilise en .NET et avec le JDK en Kotlin. Je vais vous montrer du code en Kotlin. ITER, on est .NET Core. Et on les utilise massivement. Du coup, avec ces tests containers est apparue l'idée de, on est dans du test entre l'unitaire et l'intégration. Il y a ce terme qui revient là, que je vois de plus en plus souvent, l'unitégration. On va essayer de voir, alors on peut ne pas être d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là? Pour moi, tant qu'on reste dans l'architecture hexagonale, on voit à peu près de quoi il s'agit. Il s'agit de remplacer les fakes. Alors, les remplacer, peut-être pas les éliminer, mais à des moments se dire, je pourrais passer de mon test container à mon fake. Et il y a des moments où j'ai besoin de savoir si, par exemple, mon composant d'accès aux données, ses ordres SQL sont vraiment les bons.
Et ça, un fake ne me le vérifiera pas. Donc, et j'ai pas envie je veux pouvoir avoir un test vraiment isolé, autonome. Toutes les propriétés que j'ai citées avant, test container m'offre totalement cette autonomie et cette isolation. Avant de vous montrer le code, ça marche bien si donc, vous êtes dans cette architecture hexagonale et que vous avez des petites notions de gestion de dépendance. Ça aide beaucoup. Pour ne serait-ce qu'avoir un code assez propre, et de dire qu'en fait, les adapteurs, mettons un adapteur de persistance, alors ce que j'appelle persistance ou stockage, bah derrière, je mets n'importe quel type de base de données, voire même un truc qui stocke, en fait, dans lequel je peux écrire et relire. Et du coup, ces adapteurs, je les adresse par un port, et très simplement, c'est juste une interface. C'est juste une abstraction de l'adapteur. Et grâce à l'injection de dépendance, un coup, je peux injecter un fake, un coup, je peux injecter le vrai adapteur et dire à l'adapteur, bah, tourne avec test container. Et puis en prod, il tournera avec un container de prod. Ou si vous n'avez pas, et même si vous n'avez pas de container en prod, bah, ça tournera avec un bon vieux serveur Postgre, MySQL, Cosmo, bien en dur. S'ils ne savent pas faire des containers dans de la containerisation, dans votre infra, après tout, nous, au niveau dev, bon, on s'adapte. Dans mon projet, j'ai utilisé un injecteur de dépendance qui s'appelle Coin, et j'ai appris que c'était maintenu par une boîte pas loin d'ici. Je ne savais pas. Donc Coin, c'est cool. Un des nombreux frameworks d'injection de dépendance. Beaucoup de gens font du Java ici, et donc Spring Boot, l'injection. Voilà, vous n'avez pas besoin de ce genre de choses. En .NET Core, on a aussi un système d'injection de dépendance fourni par défaut dans le framework, mais on peut le remplacer par n'importe quelle autre librairie d'injection de dépendance. Ça se switch assez facilement. Pourquoi je vous parle d'injection de dépendance et un peu je vous remets tout ça en perspective? Parce que le code que j'ai fait, c'est vraiment une application en archi-hexagonale de bout en bout dans lequel j'ai un serveur HTTP qui va prendre des commandes, j'ai des handlers, et les handlers vont passer les commandes, enfin l'exécution, le détail de l'exécution de la commande à ce qu'on a les architectures hexagonales qui s'appellent les use cases, donc le cas métier, ou des fois ça s'appelle service, simplement service métier, dans une couche dite application. C'est un peu flou, si vous regardez des exemples d'archi-hexagonales, vous verrez différentes dénominations. Mais en gros, c'est le truc qui va parler à l'adapteur. Si par exemple il faut aller chercher des entités qui ont été persistées dans une base de données, par exemple, ou sur un fichier, d'aller les réhydrater, les ramener, les repasser dans la couche métier, calculer des règles, des invariants, des choses comme ça, et à la fin, sûrement, sauver après traitement. Souvent, on sauve ce qu'on a modifié. En général, on sauve, et puis on peut envoyer des messages à d'autres trucs pour dire hey, « tout s'est bien passé ». Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tester ça en isolation, donc soit avec un fake. Peut-être que je peux vous montrer mon fake, après tout. Donc voici un projet. Alors je vous présente rapido. Est-ce que c'est assez gros? Pas vraiment, ouais. Et la partie sur le côté. Vous reconnaissez là l'organisation, enfin pour ceux qui en ont vu, d'une architecture hexagonale où on a des adapteurs driven et driver. Et un cœur métier qu'on peut découper en bandit de contexte, ça c'est quand on suit les préceptes des DD. Là, on a une application qui fait de la location de trottinettes. On a au cœur du domaine des agrégats, des entités, des objets valeurs. Les fameux ports, et pour le port qui permet de faire du stockage, j'aurais pu appeler storage, qui s'appelle repository, je me suis donné 3 fonctions. Sauver un ticket, c'est les tickets, chaque fois qu'on loue quelque chose, on obtient un ticket avec la durée et le prix de la location. Les tickets, il y a un DTO pour que ça aille plus facilement dans la représentation de la persistance, du repository. Alors notez que, c'est moi, j'utilise les termes anglais pour désigner tout ce qui est infrastructure technique et les termes français pour ce qui est de mon métier, parce que mon client est français, enfin mon faux client.
dans ce cas-là, et français. Voilà, je parle la langue de mon client, mais pour tout ce qui est des considérations techniques, je parle anglais. Donc, une base de données, c'est technique, donc save ticket, count ticket, get ticket. Ça, c'est l'abstraction, c'est le port. J'ai plusieurs réalisations de ça. Je me suis pris le luxe, donc j'utilise pas de mock, je me suis pris le luxe de coder un espion moi-même, un fake, et le vrai adapteur qui va lui parler à Postgre, du SQL pour Postgre avec JDBC. Donc mon fake, c'est ça, je l'ai codé moi-même, et c'est une liste mutable en Kotlin, dans laquelle j'ai qu'à ajouter, quand je sauve, j'ai qu'à ajouter, quand je récupère, comme ça récupère la liste de tous les tickets, je renvoie la liste. Enfin, j'ai pris la peine de tester ça, d'écrire des tests, pour m'assurer qu'au moins mon faux, déjà, il respecte l'interface et il fait ce que j'attends de l'interface. Donc j'ai plusieurs tests, et notamment, j'utilise une petite astuce qui est j'ai partagé mes tests. J'ai fait, si vous voulez, de l'héritage entre tests. Alors, en Java, vous pourriez le faire en C#, on le fait un héritage. En Kotlin, on a plus une approche fonctionnelle. Donc en fait, je rappelle les fonctions de test. À l'intérieur du framework de test de Kotlin, j'utilise Cotest. Cotest, c'est génial. Et en plus, ça a des assertions. Alors, si vous voulez voir une assertion, Cotest, où est-ce que j'en ai ici. Should be, avec une possibilité, le langage Kotlin s'appelle les infix, qui permet en fait de dire que ça c'est la fonction, ça c'est son premier argument, et ça c'est son deuxième argument, mais on peut le mettre sur une seule ligne, et du coup ça donne quelque chose de super lisible. Donc le count tickets de storage should be un success et devrait contenir la valeur 1. Ça se lit comme ça. Voilà, et mes tests sont verts. Donc, ok, très bien. Je vais revenir à mon slide. Donc, c'est assez classique. Je sais faire tourner avec des fakes et des fakes que j'ai testés. Maintenant, est-ce que je peux vraiment tester avec la même idée d'être très, très isolé, juste mon adapteur et directement avec une instance de la base de données? La réponse est oui avec test container. Donc le code, si je reprends le repository, je vais voir les implémentations. Donc là, c'est une autre affaire. Là, c'est du JDBC. Alors, ce n'est pas le meilleur code SQL et je n'ai pas utilisé de mapper, tout ça. C'est fait pour. Un code vraiment naïf. Mais les ordres SQL sont bien là et il faut que je le teste. Est-ce que ça va se comporter comme attendu? Du coup, dans mes tests, j'ai des tests Postgre Adaptator Test qui vont utiliser Test Container. Alors, Test Container donne des objets préconfigurés. Il y a le PostgreSQL Container, il y a le MongoDB Container, il y a le RabbitMQ Container. Ils vous ont déjà préparé des trucs, mais aussi vous pouvez faire un générique container, vous donnez le nom de l'image Docker et ça va rouler. Pour que ça fonctionne, il faut démarrer le container, ou même l'infrastructure en fait, de container qui va se mettre en route. Puis après, j'appelle mon adapteur et je lui dis la connection string, le username et le mot de passe, c'est ceux fournis par le container, le test container, une fois qu'il a démarré. Logique. Puis, je mène mes opérations de test. J'appelle la méthode countTickets et vous allez voir, c'est assez logique, le test container démarre à vide. Et donc, ce test, cette première partie du test devrait me dire tu as 0 ticket au démarrage. Ensuite, alors oui, c'est pas bien, j'ai fait plusieurs assertions, plusieurs actes et plusieurs assertions dans le même test, je ne devrais pas, je le sais. Je devrais faire 3 tests séparés, mais j'ai d'autres tests. C'est pour vous montrer que je peux enchaîner évidemment des opérations.
Et à la fin, quand j'ai tout vérifié, je demande à mon test container de stopper tout ce qu'il a pu lancer. Comment ça se comporte? On va regarder. Donc Docker. Donc seul prérequis, évidemment Docker. Notez que j'ai déjà un container Postgre, mais qui est persistant, qui a un volume persistant. Moi, pour mener des tests, de temps en temps, je vais quand même faire voir des trucs à la main, même si j'évite. C'est juste pour me rassurer. Je fais confiance en mes tests, je fais confiance que ici, le count ticket fait vraiment l'ordre SQL. Si je n'ai pas confiance, je mets des points d'arrêt, je vous montre. Pour l'instant, faisons-le tourner. Et regardons ce qui se passe niveau Docker. Hop là. Ça va assez vite. Je refais. C'est allé assez vite. Il y a un container qui est apparu. Vous n'avez même pas le temps de voir. Enfin, il y a 2 containers qui apparaissent. Ça marche, donc c'est cool. Mon test est vert. Est-ce qu'il est vert pour les bonnes raisons? Allez. Oui. Donc là, j'ai changé. Effectivement, après avoir fait 2 saves, deux fois la fonction saveTicket sur 2 éléments différents, ça doit fonctionner. Donc ça doit m'en retourner 2 et pas 1, très bien. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais ton truc quand même, lancer des containers, c'est un peu... voilà, temps de durée d'exécution, 1 seconde, presque 400 milli, presque 1,5 secondes. Ok, c'est pas foudroyant, c'est pas mal pour tout un truc qui lance des containers. J'ai une bonne machine aussi. J'avoue que je fais le malin, mais j'ai une bonne machine. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des tests finalement je sors un peu de la zone du test rapide, container. Il y a un petit coût en temps d'exécution. Alors si j'en lance plusieurs, parce que le plus long, évidemment, vous en doutez, c'est monter le container. Donc je vais utiliser mon système de tests partagés. Donc je vais réutiliser les mêmes tests que ceux que je vais balancer au fake. Donc ça me permettra de vérifier que, plutôt dans l'autre sens, que mon fake se comporte exactement que mon test container. Allez, c'est parti. Donc là, il y en a 3. Il y a 3 tests partagés. Save and count, save and read et save to large. Il y en a un qui a planté, c'est normal, je vais vous raconter pourquoi. Mais vous voyez que la première exécution, 1 seconde 3, 1 seconde 4, et on a presque divisé par 2, une fois que le conteneur est lancé. Ça va un peu mieux. On pouvait faire jouer... Alors on reste quand même sur des temps qui approchent la seconde. Moi, je dis, c'est quand même très bien d'avoir ce progrès des tests containers parce que facilement, je n'ai pas d'infrastructure, tout est monté, descendu. C'est quand même un plus pour la vérification de tout ce qui est la partie technique de mon code. Ce sont des tests que je peux jouer que la nuit. Parce que si j'ai fait une architecture hexagonale, si je me suis cassé le cul à faire des adapteurs, c'est que ces adapteurs, étant donné qu'ils sont séparés de toute ma logique métier, je vais travailler plus avec mon PO, tel cas, mais le stockage, ça reste le stockage. Donc c'est des tests, ça c'est pas du code qui va, le code SQL, encore plus si vous avez du Mongo, c'est plus simple, bien qu'il y a quand même des pièges. Mongo aussi, c'est pas, tout fonctionne pas non plus en claquant des doigts. Ce code-là bouge peu, donc il n'y a pas de raison de faire tourner les tests dans une intégration continue à tous les coups. Ça va bien dans des nightly builds, typiquement. Donc si vous êtes capable de séparer, de dire, OK, tu as telle famille de tests, c'est plutôt la nuit, au lieu de mettre 5 minutes ou 3 minutes, ça mettra 10 minutes ou 15 minutes, c'est pas très grave, vous aurez votre résultat le lendemain.
Donc je vous ai fait la démo. Pour ce code, c'est du code qu'on travaille depuis 2 ans en atelier. On fait des katas et c'est un atelier qu'on joue dans différentes conférences. Donc on invite les gens à découvrir l'architecture hexagonale du cœur jusqu'aux adapteurs, quand on a le temps de le faire. Il y en a pour une bonne journée facilement. Mais on a fait exprès d'utiliser les mêmes technos que sur un projet d'entreprise. Donc c'est Kotlin 2.0, c'est que des libs à jour, c'est du Gradle, et un serveur HTTP qui est HTTP 4K, qui est très cool aussi. Et de l'injection de dépendance avec Coin. Il y a tout, c'est un projet un peu vitrine, mais il y a un peu tout. Alors, test container, c'est cool, c'est facile, c'est mis en place. Vous téléchargez la lib, vous la référencez dans le projet et ça y est. Vous avez 2 objets, un objet instancié, le container, le test container, et ça roule. C'est facile à connecter, donc si vous êtes dans cette idée de développer des adapteurs, vous pouvez connecter tout, pas que des bases de données, mais du Rabbit, du storage S3, tout ça. On le fait, nous aussi, les parties storage, on fait avec Minayo. Pareil, un container Minayo, il nous sert de faux storage, enfin vrai faux, pour le coup, storage, mais dans lequel on vérifie qu'on a bien les buckets, on fait tout propre. Et après, quand ça part en prod, quand même, après, c'est plus que des problèmes. Les problèmes qui vont surgir en prod, c'est que des problèmes de config. Est-ce que j'ai la bonne connection string? Est-ce que j'ai la bonne config? Est-ce que j'ai 2-3 paramètres? Donc il y a toujours besoin de ce test, vraiment l'intégration, mais une intégration plus en termes de prod, en fait, qu'en termes de code. Le problème, c'est un peu la facilité de se dire, bon, bah, si je n'ai pas déjà tout containerisé, je vais le faire. De toute façon, ce sera bon pour tout. Je vais utiliser plusieurs containers en même temps. C'est-à-dire que je vais avoir des use cases dans lesquels j'ai besoin d'une base de données, j'ai besoin d'un bus de messages, j'ai besoin d'un storage, j'ai besoin d'un mailer, un sendmail. Et vous pouvez commencer à mettre la main dans le rouleau compresseur. Parce que là, forcément, ça va devenir plus long, il y a plus d'images, et vous êtes en train de faire de l'intégration, le truc que je dénonçais au début, en fait. Donc c'est là où il va falloir se dire que, faudrait faire gaffe quand même, et est-ce que c'est utile de lancer tous les tests containers en même temps? C'est possible avec test container. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut continuer à isoler les choses. Et surtout que les tests containers, l'isolation, vous l'avez de fait, parce que comme les images sont montées et descendues dès que vous lancez le test, vous perdez tout, mais c'est bon. C'est bon pour la viabilité du test. Vous ne partagez pas d'état entre les tests. Et tout est remis à zéro à chaque fois que vous quittez le test. Donc ça, test container pour ça. Tiens, les promesses. Test container, enfin container égale pas non plus la balle magique qui fait tout. On a toujours des petites surprises en production, évidemment, mais pas du même ordre qu'avant. Donc, voilà. Maintenant, ce genre, on est passé, on a changé dans le level, mais les problèmes restent. Du coup, moi, je pense qu'il faut continuer à se dire que tout ça, les tests containers, sont qu'un élément de la panoplie de cette grande famille des doublures de tests. Il est bon d'apprendre, de commencer et de pas de suite aller sur les mocks et se dire mais est-ce que je peux faker ou est-ce que j'ai juste besoin d'un stub ou est-ce que finalement le spy est un stub qui ne fait juste que compter le nombre de fois qu'il a été appelé, par exemple. Les librairies de mock font tout ça. Les librairies de mock, c'est le truc magique, ça fait tout, sauf que ça induit un setup sur le mock qui peut s'avérer fatal mais vraiment fatal en cas de refactoring. Et du coup, vous avez mocké, vous pensez que ça se comporte d'une certaine manière, enfin, le mock se comporte d'une certaine manière, et quand vous le remplacez par l'adapteur qui aille sur un test container ou qui aille sur la prod, vous allez trouver des surprises. 2 minutes, je vous montre un cas concret, ce test rouge. Ce test rouge, ici, j'ai envoyé, c'est le même test que j'avais 3 tests qui étaient verts sur mon fake, et c'est exactement les mêmes tests parce que j'ai mon système d'héritage, enfin de réutilisation des fonctions de test. Celui-là est rouge, et c'est intéressant parce que c'est le test d'insertion. Donc si je le rejoue, j'espère avoir trouvé.
Shared test, allez, je ne peux pas les isoler. Donc je vais mettre un point d'arrêt sur la fonction insert. On va oublier celui-là. C'est bon. Et je vais le jouer, on va voir, mais pourquoi est-il rouge ce test? Alors la réponse est dans les données d'initialisation du test. Donc ça c'est mon premier insert, il va bien fonctionner. Ça c'est mon deuxième, quelles sont mes valeurs? Je pense qu'il va bien fonctionner. Et voilà, le large ticket, je lui ai mis un nombre de minutes, un décime, enfin c'est un entier, mais il est trop large en fait, pour la définition de base de données que j'ai fait. Et du coup, si je passe là, on va voir, je devrais avoir un truc qui a, ah oui mais comme c'est catché, j'ai mis un run catching, j'aurais pas dû. Ça en fait, ça a déclenché une erreur SQL. Parce que ma table, parce que mon nombre n'est pas prévu, parce que j'ai fait exprès de tomber dans un cas où ça ne passait pas. Donc il faut faire gaffe, et il faut toujours s'assurer, il faut trouver le moyen de s'assurer que les doublures, en fait, ont vraiment, vraiment le même comportement. Donc c'est pour ça que des fois, les implémentations simples de doublures peuvent être piégeuses. Donc c'est à vous d'avoir un peu d'imagination pour trouver la bonne doublure et s'assurer que vous pouvez passer d'une doublure à l'autre. Le dernier bonus, test container, peut tourner lui-même dans un autre container, donc ça part très bien dans les CI/CD. On en fait tourner à ITER avec Bamboo, l'infra Bamboo, et j'en fais tourner dans un projet perso sur Azure, sans rien toucher, hop, mes test containers se lancent dans mon pipeline Azure, aussi bien que dans les pipelines de ce que vous voulez, de la CI/CD que vous voulez. Donc c'est très cool. Ce qui nous amène à dire que on arrive à une pyramide de tests. On va parler de tests solitaires, tests sociables, parce que j'ai des adapteurs, j'ai des composants que je sais doubler. Du coup, ça valide un peu cette idée qu'on est en train de faire des tests d'unitégration, une espèce d'intermédiaire, qu'on peut tout faire avec les containers Docker et donc avec test container. On peut adresser à peu près tout, pas mal de choses. Et je vous remercie.